Et si la sécurité, au fond, c'était un piège? Si cet ordre conchéritant finissait par nous coûter notre âme? C'est vraiment le dilemme au cœur d'un poème assez dérangeant qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Un texte qui met face à face le Léviathan et la conscience de chacun. Le poème démarre là-dessus, avec la question la plus fondamentale, la plus intime qui soit. Une interrogation que tout le monde se pose, finalement. Mais attention, cette réflexion va très vite dépasser la sphère personnelle, pour nous mettre face à la réponse, disons, massive et écrasante que la société nous impose. Alors face à ce grand vide existentiel, eh bien une figure un peu monstrueuse émerge. Elle est là pour nous offrir une réponse, une promesse en fait. C'est lui, le Léviathan. Et le pacte qu'il met sur la table, il est à la fois séduisant et, franchement, terrifiant. Alors, le Léviathan, qu'est-ce que c'est? C'est ce concept philosophique de l'État surpuissant, vous savez. Il promet de mettre de l'ordre, d'assurer la sécurité, mais il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'abandon d'une partie de notre liberté individuelle. C'est en quelque sorte le contrat social poussé à son extrême. Ce qui est fort, c'est que le poème ne reste pas dans la théorie politique. Non, il transforme ça en une image vraiment saisissante. C'est là que ça devient génial, l'idée des sables mouvants. La sécurité qu'on nous promet, ce n'est pas un château fort, c'est un piège qui nous engloutit, doucement mais sûrement. C'est une forme de soumission passive en fait. Et là, on touche au point crucial. Le poème ne dit pas que c'est un choix rationnel ou une obligation, il parle d'un besoin, presque une pulsion d'obéissance. Au fond, c'est la peur du vide qui nous pousse à vouloir un guide, peu importe si ce guide nous mène tout droit à notre perte. Bon, cet échange, cette obéissance quasi instinctive, eh bien, ça a un coût. Et le poème va maintenant nous détailler la facture morale. Et, autant le dire tout de suite, elle est exorbitante. Là, la structure en parallèle est vraiment bien trouvée. D'un côté, l'obéissance, militaire, fonctionnaire. De l'autre, la déliquescence, policier, douanier. Le poème met ça sur le même plan. La déliquescence, c'est une sorte de décomposition morale. Pour le poète, il n'y a pas de différence. L'obéissance aveugle des agents de l'État, c'est une forme de pourriture de l'intérieur. Et voilà la conséquence finale. Parce que cette obéissance, elle n'est jamais abstraite, jamais théorique. Le résultat, il est toujours concret. Et il est toujours tragique. Envoyer l'innocence à la mort. Sur simple ordre. Tout le système est fait pour déresponsabiliser, pour faire croire que c'est pas ma faute. Mais le crime, lui, il a bien lieu. Et là, le poème pose la grande question. Celle de la responsabilité. Qui paye la facture morale, la dette humaine? On parle d'un financier, une figure super lointaine, abstraite, alors que les conséquences, elles, sont bien réelles, autant pour celui qui exécute que pour celui qui subit. C'est comme si la responsabilité se diluait complètement dans la hiérarchie. Maintenant, on va laisser de côté la mécanique du système pour un instant, et on va se pencher sur l'expérience intime, personnelle, de celui qui obéit. Comment est-ce qu'on vit, au quotidien, avec le poids de ses actes? Avoir la mort sur la conscience. Cette phrase est simple, mais elle est d'une lourdeur. C'est vraiment le cœur de cette partie. C'est ce poids qui ne part jamais. Le fardeau qui reste, même une fois que l'ordre a été exécuté, que l'uniforme est raccroché au placard. Ici, le poème décortique, d'une manière qui fait froid dans le dos, tout le processus par lequel l'horreur devient juste une routine. Un métier. Regardez. Premièrement, on suit l'ordre. Deuxièmement, on nettoie. On efface les traces. Troisièmement, on se persuade que ce n'est qu'un boulot comme un autre. Mais ce mécanisme de défense, ce déni, il a une faille. Il y a forcément un point de rupture. Et ce fameux point de rupture, c'est ce moment-là. Le moment où on est seul face à son miroir. Là, toutes les justifications s'écroulent. Et l'individu se retrouve face à sa propre ruine morale, sa déchéance. Au final, l'obéissance n'a pas seulement détruit la victime, elle a aussi détruit celui qui a obéi. À partir de là, le poème change d'échelle. On quitte le coup personnel pour regarder le coup collectif. Finalement, quel héritage est-ce qu'on laisse si on choisit cette voie-là? Voilà la première des deux grandes questions finales. Elle nous force à regarder notre société droit dans les yeux. Si tout est fondé sur une obéissance aveugle et non sur une conscience critique, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de civilisation au sens noble du terme? Et puis vient cette dernière question qui est peut-être la plus terrible de toutes. Elle concerne l'avenir, les générations d'après. Quel monde est-on en train de leur construire si on leur laisse un futur où la liberté n'est plus la valeur la plus importante, la vision qui nous guide? C'est une question qui touche à l'âme même de ce qu'on transmet. Et le poème s'arrête là-dessus, brutalement, sans donner de réponse, sans apporter de réconfort. Il nous laisse seuls avec cette question qui reste en suspens.
Face au Léviathan, face au miroir et face à l'avenir, que répond la conscience de chacun? La question demeure, et maintenant, elle nous appartient.